Mesdames, Messieurs, c'est comme à la maison, il n'y a plus personne qui m'écoute. Merci, Mesdames, Messieurs, d'être venus si nombreux. Je vous salue dans cette belle chapelle, qui est toujours un lieu très convivial. Je salue aussi les malades qui sont dans nos chambres et qui nous voient sur leur télévision. Salut Pierre, je passerai te voir un de ces jours. Donc je ne fais que l'ouverture, je passerai la parole à mes collègues et amis. Je suis un peu pressé parce que j'ai une autre réunion à l'autre côté de la France, de Colmar. Donc c'est le docteur Monassier qui va nous faire cette conférence. Il va nous parler du cœur. Moi, mon cœur, il va, ça va. Encore. Mais ce que je voudrais vous rappeler, en 2 mots, c'est les prochaines actions de l'Arcale Colmar. Le mois de juin se termine. Nous avons encore 2 animations. Il y a, le 28 juin, la réunion avec un éditeur à la médiathèque. Donc, il n'y en a que 30 places, hein. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de construire, que Ogui, Jean-Marie est en train de travailler là-dessus, et je suis tout à fait fier de ce qu'il arrive à faire. Le 30 juin, nous avons une marche, comme la dernière marche du mois de juin. Le mercredi 6 juillet, le pique-nique au Chalet Weibel à Kaisersberg. Le 7 juillet, le lendemain, découverte de Célestat et visite du musée du pain. La visite de Célestat se fera avec Gabriel Breuner et Maurice Meyer s'occupera du musée du pain. Le 12 juillet, sortie pédestre avec restaurant à Kaisersberg, Saint-Alexis. Encore une belle chose, le 22 juillet, nous allons voir l'exposition à l'église des Dominicains de Colmar, et c'est le frère Valéjo qui nous accueillera et nous expliquera un peu toute l'histoire de l'église des Dominicains et des Dominicains en Alsace. C'est Jean-Marie Ogui qui s'occupe de ça. La route des Habsbourg. Il reste encore 2 ou 3 places, pas beaucoup, hein. La route des Habsbourg, c'est donc le Danube, sur toute la longueur, ou presque. Le mardi 26 juillet, grandeur et décadence de l'Empire napoléonien, ou Napoléon malgré tout, par Gabriel Breuner. Ça se fait toujours dans une cave viticole, et c'est ou vinicole, je ne sais jamais c'est viti ou vini, à Ingersheim. Il y a aussi une à Ingersheim? Il y a du vin à Ingersheim? Le 28 juillet, pour terminer le mois de juillet, sortie pédestre avec restaurant au Scheunsland, Kaiserstuhl, donc en Allemagne. Je vous souhaite une belle conférence. Je souhaite à tous les malades de guérir très vite pour quitter cet hôpital qui est très bien, mais je crois qu'à la maison on est mieux. Alors, je vous souhaite à tous bon après-midi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. L'Arcale de Colmar vous remercie d'être venus aussi nombreux, malgré les problèmes de parking. Je tiens à vous remercier tout particulièrement la direction de l'hôpital Schweitzer pour la mise à disposition de la chapelle, les aumôniers, messieurs Louis Ulrich et monsieur Jean-Luc Tonnelier, pour leur aide pour la partie organisationnelle. La conférence se déroulera en 2 phases. La première phase sera la présentation par le docteur Monassier, un cardiologue très connu et réputé, dont la renommée n'est plus à faire en Alsace, en France, en Europe et même dans certaines parties du monde. La deuxième phase, c'est une petite conférence de l'association Alsace Cardio Prévention, qui va nous être présentée par les membres de l'association, M. Daniel Emenderfer, qui est le président, et par M. Jean-Paul Bartholmé. Je suis très heureux que cet événement se tienne ici dans cette chapelle,
car la conférence est filmée et directement projetée dans les chambres des malades de l'hôpital Schweitzer. Qu'ils soient reconnaissants et qu'ils guérissent très vite. Je vous souhaite, au nom de l'ARCAL, de passer un agréable moment avec le thème de la prévention cardio, qui devrait faire partie de notre culture à moyen et à long terme, et de la prise de risque au niveau de la santé. Merci pour votre écoute. Mesdames et messieurs, je vais essayer d'utiliser le micro. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, je vais utiliser plus largement mon organe. Si vous voulez rester de ce côté, c'est possible. Non, pas celui-là. Là, venez. Comme ça, je vous remets. On sent que le père est chez lui. Comme ça. Oui, ça a l'air d'aller. Mesdames et messieurs, je me présente pour les non-colmariens. Je suis le docteur Jean-Pierre Monassier. Je suis à Colmar comme cardiologue depuis le 2 novembre 1975, pour être clair. J'ai fait une petite escapade mulhousienne qui était indispensable pour des raisons politiques pendant 25 ans, et je termine ma carrière en douceur, grâce à vous, ici à l'hôpital Albert Schweitzer. Je voudrais dire 2 mots non cardiologiques, ou pas totalement cardiologiques. L'hôpital Albert Schweitzer, on a toujours besoin de connaître ses racines. L'hôpital Albert Schweitzer est la suite d'une vieille clinique du centre de Colmar qui s'appelait la clinique Saint-Joseph et qui s'est réunie plus tard avec la clinique Sainte-Thérèse et la clinique du Diaconat, ce qui a fait un ensemble de 3 établissements privés à but non lucratif. C'est-à-dire que ce sont des établissements qui sont privés parce qu'ils appartiennent à des associations comme les vôtres, mais il n'y a pas d'objectif financier. Les médecins sont salariés et le financement vient de l'assurance maladie, comme pour un hôpital public. Alors la clinique Saint-Joseph a toujours eu une tradition cardiologique. Pour des raisons personnelles, à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de venir à Colmar et j'ai été accueilli par 2 médecins que je voudrais citer. Le docteur Lucien Yel, qui nous a quittés, il était beaucoup plus âgé que moi, et le docteur Robert Schaff, qui est toujours parmi nous. Ces 2 médecins qui m'ont permis de m'installer, excusez-moi, gratuitement, ils m'ont simplement dit « Maintenant tu fais un service, s'il te plaît ». Et ils m'ont donné tous les moyens nécessaires pour construire le service de cardiologie de la clinique Saint-Joseph, qui est devenu à un moment donné le 4e service de France. Et lorsque s'est créée la chirurgie cardiaque à Mulhouse, il a été nécessaire que nous nous déplacions, au moins en partie, vers le centre hospitalier de Mulhouse, où je suis resté comme chef de service pendant un certain nombre d'années. Et puis, comme le service de cardiologie se développait, que d'autres activités se développaient, dont la gériatrie, que nous devons au docteur René Fogel, les 3 établissements, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont réunis et il a été possible de construire l'hôpital Albert Schweitzer. Aujourd'hui, une étape de plus vient d'être franchie.
l'hôpital Albert Schweitzer et les deux autres établissements qui constituaient le groupement hospitalier du Centre Alsace font désormais partie de la fondation du diaconat de Mulhouse. Et nous avons donc, en réunissant les deux établissements, à peu près 55 cardiologues, je parle de la cardiologie, qui travaillent sur les deux sites, ce qui est une possibilité de soins tout à fait considérable. Voilà ce que je voulais vous dire pour ceux qui ne connaissent pas la situation et l'organisation. Alors, en ce qui me concerne, je voulais vous expliquer en une trentaine de minutes ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai eu la chance, pour des raisons d'âge, j'en ai les effets négatifs aujourd'hui, mais quand je suis né à la cardiologie, lorsqu'un infarctus du myocarde entrait à l'hôpital, malheureusement, le risque de décès était de 30-40% dans la première semaine. Aujourd'hui, ce risque, tous âges confondus, je dis bien tous âges confondus, est inférieur à 5%. Et c'est ces progrès, et pas seulement dans le domaine de l'infarctus du myocarde, que je voulais vous montrer, car nous avons vécu véritablement 50 années de cardiologie extraordinaire grâce aux progrès scientifiques et grâce aux progrès techniques. Alors que s'est-il passé pendant ces 50 ans? J'espère que ça va fonctionner. Alors, ah pardon, je n'appuie pas sur le bon bouton. Oui, celui-là. Alors, quelles sont les grandes dates? Eh bien, en 1960 a commencé la chirurgie cardiaque. Ça a tout changé. Pourquoi? Les chirurgiens savaient très bien ouvrir un thorax et aller réparer un cœur. Mais ils ne pouvaient pas aller réparer un cœur qui battait. Et il a fallu donc inventer ce qu'on a appelé la circulation extracorporelle, qui permet d'arrêter le cœur. Et pendant que le cœur est arrêté, il y a un système qui fait le travail du cœur. Et pendant ce temps-là, sur un cœur arrêté et vide, le chirurgien peut réparer ce qu'il a à réparer. Et ceci a débuté au début des années 1960. Et je dois dire que pour ce qui est des pontages coronaires, par exemple, le premier a été réalisé en Alsace par le professeur René Quigny, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, qui a été le pionnier de la chirurgie cardiaque en Alsace, à la suite du professeur Fontaine, dont le nom ne vous est peut-être pas étranger. Alors cette période-là a été extraordinaire, car on a commencé à réparer les malformations cardiaques des enfants, les enfants bleus, vous vous souvenez peut-être, hein, qu'on envoyait avant aux États-Unis, etc. Et au milieu de ces années 60, il y a eu un événement en Afrique du Sud. C'est la première greffe cardiaque. La première greffe cardiaque, ça a fait sourire certains, trembler d'autres. Comment on prend le cœur de quelqu'un qui est mort, qu'on considère comme mort, imaginez ce que ça représente comme problème éthique, comme problème philosophique. Et on le met à un autre patient pour le sauver. Et ceci s'est développé ensuite aux États-Unis, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas.
certains se souviennent peut-être de l'histoire du père Boulogne à Paris. C'était chaque fois pratiquement des déceptions. Jusqu'à ce qu'on découvre un médicament qu'on appelle la cyclosporine, qui est un médicament anti-rejet. Et aujourd'hui, la greffe cardiaque marche très bien. Et nous avons la chance d'avoir en Alsace, au CHU de Strasbourg, une magnifique équipe qui non seulement continue à faire des greffes cardiaques quand c'est nécessaire, mais qui en plus travaille remarquablement sur le cœur artificiel, soit en attente de greffe cardiaque, soit de façon durable. J'ai personnellement un ami, cardiologue, qui a eu un gros pépin il y a quelques années et qui mène sa vie pratiquement normale avec en bandoulière comme un petit ordinateur qui fait marcher son cœur artificiel. Donc l'Alsace n'est pas démunie, c'est une certitude. Et puis en 1977, s'est produit un événement qui a, comme la chirurgie cardiaque, bouleversé les choses, et ça se passait à Zurich. Il y a un jeune médecin qui, voyant les rétrécissements des artères que je vous montrerai tout à l'heure, s'est mis en tête d'éviter de les opérer, quand c'était possible, bien sûr. Et il a fabriqué un petit ballonnet qu'on pouvait gonfler de l'extérieur, mettre au niveau de l'artère, gonfler le ballonnet et dilater l'artère. C'était le docteur Andreas Grünzig, il avait 36 ans, le même âge que son premier patient d'ailleurs. C'était en septembre 1977. Et puis de temps en temps, il m'arrive de lire les journaux locaux. J'ai vu un petit encart dans les DNA. Excusez-moi, c'était sûrement aussi dans l'Alsace, je ne fâchais personne. Et j'ai vu Zurich, j'ai pris le train, hein, et je suis allé voir comment il faisait. Et je ne suis pas arrêté, j'ai pas cessé d'y aller pour apprendre la technique. Et ensuite, ce confrère est parti à Atlanta, aux États-Unis. On lui a fait un pont d'or jusqu'à ce qu'il s'achète un bimoteur avec lequel il est parti en week-end avec sa jeune femme enceinte et dont il n'est pas revenu. Donc la technique lui survit et lui nous a quittés alors qu'il avait à peine plus de 40 ans. En tout cas, la dilatation des artères coronaires, là en ce moment il s'en fait dans le service, il s'en fait 6-7 par jour, jour et nuit s'il le faut, lorsque c'est nécessaire. Et elle s'applique à une maladie dont j'ai parlé en introduction, qui est l'infarctus du myocarde, qui est une urgence cardiaque dont je vous parlerai dans un instant. Et puis, une étape de plus. Il y a malheureusement, dans certains cas, des gens qui s'effondrent brutalement. C'est parce que le cœur déraille complètement, il fibrille, et maintenant on sait, on dispose d'appareils qu'on peut implanter lorsque on sait que ces patients sont à risque de faire ce pépin, qu'on peut implanter, et si le patient fait cette fibrillation, l'appareil remet le cœur régulier. Ce sont les défibrillateurs. À propos des défibrillateurs, il y en a maintenant qui ne sont pas seulement implantés, mais des portables qui devraient être sur tout terrain de football, dans toute salle de basket, de handball ou d'autres sports, pour pouvoir intervenir immédiatement. Il est inadmissible qu'on meure devant la cathédrale de Strasbourg parce qu'il n'y a pas de défibrillateur. Ils peuvent être installés dans les rues, ça ne coûte pas cher
et n'importe qui peut s'en servir, puisque la machine, grâce à une voix synthétique, dit ce qu'il faut faire. Mais il faut que les politiques se bougent un peu et dépensent un peu de sous pour ce problème de santé majeur qui touche parfois des gens très jeunes. Et puis enfin, j'en ai dit un mot tout à l'heure, on approche très clairement du cœur artificiel qui évitera probablement dans les 10 ans qui viennent la transplantation. Alors qu'est-ce qui se passe comme maladie dans le cœur? C'est assez facile. C'est assez facile. Il y a 3 grands problèmes. Il y a les artères qui se bouchent. Il y a le muscle cardiaque qui perd ses forces. Et le rythme du cœur qui déraille. Les artères qui se bouchent, c'est l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde. Le cœur qui faiblit, ça peut aboutir à l'insuffisance cardiaque. Et quand le cœur déraille, c'est les palpitations. Ça peut aller exceptionnellement à la catastrophe brutale. Alors je vais surtout vous parler des artères qui se bougent, car si je vous faisais le tour de toutes les questions, on y serait encore ce soir. Les artères qui se bougent, ce sont les artères qui nourrissent le cœur. On les appelle les artères coronaires. Alors pourquoi? Pourquoi coronaires? Parce qu'elles forment une couronne à la surface du cœur. Les artères ne sont pas à l'intérieur du muscle cardiaque. Elles sont au-dessus. Et elles envoient des petites artères à l'intérieur pour nourrir le muscle cardiaque. Mais les grosses artères forment une couronne au-dessus du cœur, raison pour laquelle elles s'appellent comme ça, les voilà. Voilà. Vous avez ici une schématisation du cœur. Le cœur est un muscle creux. Un muscle creux qui fonctionne à l'électricité, électricité qu'il fabrique lui-même 70 fois par minute depuis le 3e mois de la grossesse jusqu'au dernier moment de notre vie. Ce n'est rien d'autre. Mon père, c'est peut-être autre chose, mais je sais que vous êtes de mon avis. C'est un organe. Ce n'est pas le centre de la pensée. Le voilà, sa partie extérieure. Et puis vous avez ici une grosse artère qui s'en va. C'est l'artère aorte. Il envoie le sang dans cette artère aorte qui va amener le sang partout dans l'organisme. Et entre autres, dans les artères qui vont nourrir son propre muscle. Ce sont les artères coronaires. Voilà un exemple, là encore, ce qui se fait une bonne dizaine de fois par jour dans la maison, une coronarographie. C'est-à-dire qu'on a injecté de l'iode dans l'artère, ça c'est l'artère gauche, et vous voyez en vrai, si je puis dire, comment c'est fait une artère coronaire normale. En voilà, c'est celle d'en face, qu'on appelle la coronaire droite. Au total, il y a 2 grosses artères pour le cœur. Elles ont un diamètre de 2,5 à 5 mm de diamètre, suivant sa nature. Ça ne nous gêne en rien pour les soigner. Vous voyez, imaginez que ça c'est l'iode,
ce soit le sang qui va aller jusqu'au bout, et puis vous avez les toutes petites branches qui rentrent dans le muscle cardiaque. On peut même regarder comment marche le muscle lui-même. Regardez, en injectant dedans, on voit si ce muscle marche bien. Alors pourquoi elles peuvent se boucher? Elles peuvent se boucher parce qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. Brièvement, une petite histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont décidé qu'une petite ville de l'Est des États-Unis, qu'on appelle la ville de Framingham, allait faire l'objet d'un suivi médical très rigoureux. Et on a fait des prises de sang à la population qui était d'accord, on a suivi les gens, et on a constaté qu'un certain nombre de gens faisaient des accidents cardiaques et d'autres n'en faisaient pas, ou en faisaient moins. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des facteurs qui favorisaient les problèmes cardiaques. Ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire. Quels sont-ils? Le tabac. Aujourd'hui, quand on soigne un patient qui a des rétrécissements des artères cardiaques, il y a encore environ 40% de patients qui sont fumeurs. Et ce qui est différent depuis la loi Evin, c'est qu'il y en a quand même moins, mais ils sont beaucoup plus grands fumeurs. Alors c'est un problème important. À titre personnel, je m'en occupe autant que je peux en consultation. Ce qu'il faut éviter, c'est de culpabiliser les gens qui fument, leur expliquer que quelques cigarettes par jour, ça fait autant de bien au cerveau que 40, que ce n'est pas totalement interdit, ça il ne faut pas le répéter, ce que je viens de dire, hein, sinon je vais en prison. Mais si on arrive à se limiter à 3-4 cigarettes par jour, le risque tend vers zéro. Et la personne qui se dit « Ah ben c'est pas tout à fait interdit », personne raisonnable, qui se dit « C'est pas tout à fait interdit », se dit « Ben, après le café, je vais m'allumer une cigarette, celle-là ne va pas le tuer. Si elle le tue, c'est que quelqu'un d'autre l'a décidé, mon père. » Par contre, le problème, c'est que nos jeunes filles fument de plus en plus et de plus en plus tôt. Et comme elles font des enfants beaucoup plus tard, parce qu'elles prennent une contraception orale, c'est un explosif. Tabac, pilule, c'est un avenir sombre. Ça, c'est clair. Il ferait mieux d'enseigner ça à l'école que d'autres choses. L'hypertension artérielle. Alors, il y a beaucoup de gens hypertendus. On soigne très bien les hypertendus. L'hypertension fait encore partie de la liste des facteurs de risque, mais avec les traitements dont nous disposons, ce risque diminue considérablement. Et des traitements simples. Et en plus, nous disposons aujourd'hui du conseil aux patients de l'automesure de la tension. La prise de la tension par le patient est beaucoup plus utile que celle par le médecin. Alors bon, il faut dépenser 200 €, mais c'est bien d'avoir un appareil